Aujourd'hui, on est à une époque où, malheureusement, la désinformation est devenue... La presse est facilement cartélisable. Donc aujourd'hui, les médias citoyens sont devenus les seuls médias. Et on l'a très bien vu d'ailleurs avec Tucker Carlson, Joe Rogan aux États-Unis, Redacted News avec Clayton et Nathalie Morris. Donc il faut qu'il y ait des gens qui soient indépendants, qui touchent absolument aucun financement de l'État, qui touchent aucun financement externe. Comme disait avant le Canard enchaîné, les seuls qui peuvent nous acheter, ce sont nos lecteurs. Les seuls qui peuvent m'acheter, c'est mon auditoire. On a tous vu passer certains scandales, des détracteurs. Pourquoi on adore te détester? Aujourd'hui, on est à une époque où, malheureusement, la désinformation est devenue étatique. On le voit, c'est ce que disait Julian Assange. Les vrais padrés du game, c'est par exemple Julian Assange, Chelsea Manning, c'est Juan Branco aujourd'hui côté français. Enfin, Ouais, on a des gens qui ont affirmé, Juan Branco d'ailleurs a été avocat de Julian Assange, il a été écouté par la CIA, c'est un fait. Certaines officines ont dit qu'il était complotiste de déclarer qu'il avait été écouté par la CIA. Bah, pas de bol, il a vraiment été écouté par la CIA. Et on va voir d'ailleurs que ce terme de terrorisme intellectuel pur, complotiste, a été appliqué sur tout un tas de nouvelles qui étaient vraies. Par exemple, il était complotiste de parler de l'ordinateur du portable de Hunter Biden, qui était vrai. Il avait été déclaré que c'était une désinformation russe. Non, c'était vrai. Et les premiers journalistes à en parler, c'était nous. Nous, on disait, bah oui, cet ordinateur existe. Il a bien, le fils de Hunter Biden est bien un cinglé cracomane qui fréquentait des prostituées avec l'argent de sa boîte. C'est un fait, c'est aujourd'hui avéré. Il est même rentré dans un plea deal avec l'État américain. Et pendant les élections, il était interdit d'en parler. Interdit. Or, on a dû rappeler les bases du journalisme. Ce que disait George Orwell, le journaliste, c'est publier quelque chose que quelqu'un ne veut pas voir publier. Tout le reste, c'est des relations publiques. Bah, nous, on a décidé de pas faire des relations publiques. Ouais. Donc, et ça, forcément, ça crée une confrontation. C'est inévitable. Pour toi, le cycle de vie d'une vérité, d'un scandale économique ou politique, c'est qu'il y a un lanceur d'alerte qui est systématiquement considéré comme un complotiste. Qui sera appelé inévitablement complotiste. Voilà, donc il sera systématiquement condamné. De nos jours, en fait, si on n'a pas été appelé complotiste, on peut pas s'appeler journaliste. C'est un fait. Il suffit de regarder par exemple le cas du Nord Stream. C'est quand même Seymour Hersh, un des plus grands journalistes de tous les temps, celui qui a révélé le massacre de My Lai au Vietnam, qui le premier a dit non, Nord Stream, c'est bien entendu la CIA qui l'a fait péter. C'est une évidence. Les Russes n'avaient aucune raison de faire péter un investissement à 4 milliards. Ils avaient qu'à tourner le robinet. C'est idiot, il n'y a aucun sens. Les Russes sont pas débiles. Contrairement à ce qu'on nous dit, alors là, je pourrais t'en donner encore et encore des cas de désinformation qui ont eu lieu aussi bien sur le service public que sur des grandes chaînes comme par exemple LCI. Je rappelle quand même que sur LCI, David Pujadas nous a sorti que les Russes en étaient à démonter un monument de la Deuxième Guerre mondiale, le T-70 de Melitopol, que j'ai vu en vrai d'ailleurs, pour l'envoyer au front. Oui. Faudra m'expliquer comment ils gagnent la guerre en Ukraine. Bon. Et dans ce cas-là, faudra m'expliquer si, en volant des puces sur les machines à laver, ce qui a été dit par Ursula von der Leyen à la Commission européenne, avec notre argent, eh bien, ils arrivent aujourd'hui à encercler Pokrovsk, Konstantinivka, Slaviansk, Kramatorsk, tout un tas de villes que ces gens-là ne peuvent même pas épeler, en réalité, dans l'histoire du conflit ukrainien. Donc, aujourd'hui, les médias citoyens sont devenus les seuls médias. Et on l'a très bien vu d'ailleurs avec Tucker Carlson, Joe Rogan aux États-Unis, Redacted News avec Clayton et Nathalie Morris, bien entendu Candace Owen, etc. Ces gens-là font un travail que les grandes chaînes refusent de faire par conflit d'intérêts, tout simplement. Parce que maintenant, c'est quasi une autorité publique que les grandes chaînes sont détenues par une oligarchie, en fait, ce que tu appelles l'oligarchie française, et que du coup, elles ont tout un parti, en fait. Tu vois des journalistes qui ont dit que les Russes utilisaient des chameaux pour leur logistique en Ukraine, ou se battaient avec des pelles. Les machines à laver, les machines. Alors, on a eu la totale, on a eu le Ghost of Kiev, le fantôme de Kiev. Donc, soi-disant, un chasseur comme ça sorti de nulle part. C'était ça qui était écrit dans les médias, attention. Je caricature pas. Il sortait, on savait pas d'où. Un avion, on sait pas d'où ça sort. Bien sûr, on peut le planquer dans un garage, dans des égouts, chez un barbier, on sait pas. Bon. Et ensuite, il abattait 2-3 avions russes, et ensuite, il disparaissait. Bon, c'était complètement faux. Même le Guardian a dit, ouais, le Ghost of Kiev, c'était un truc qu'on a inventé parce qu'il fallait bien soutenir l'Ukraine. Je dis, mais attendez, vous bossez pour Kiev? Vous êtes le Guardian, vous êtes un journal, vous bossez pour vos lecteurs. De quoi vous parlez? À quel moment vous en êtes à dire, non, mais il fallait bien soutenir l'Ukraine? Vous soutenez personne, vous soutenez la vérité. Donc, l'histoire, et n'importe quel journaliste citoyen le sait, enfin, un avion, c'est une logistique. On s'amuse pas comme ça à voir un avion qui sort de nulle part, surtout face à la première armée de l'air de la région. Enfin, c'était complètement bidon. C'était de la désinformation pour laquelle il n'y a eu aucune excuse. Tu as vu. Alors, on sait qu'il y a certains médias allemands, notamment Der Spiegel, qui se sont excusés pendant le Covid d'avoir repris verbatim la parlance de Pfizer. Oui. Ça, c'était brillant. Moi, quand j'ai fait la vidéo sur ma chaîne qui a fait le plus de vues, où j'ai fait le passif judiciaire de Pfizer.
J'ai été attaqué non-stop par des officines qu'on connaît, l'Association française pour l'information scientifique, des officines qui travaillent avec Monsanto, par exemple. Oui, L'AFIS, bien sûr. l'Association française pour l'information scientifique, n'a jamais attaqué Monsanto de près ou de loin. Non, Monsanto, ils ont un casier judiciaire long comme le bras. Et d'ailleurs, en l'occurrence, si on s'intéresse au scandale pharmaceutique aux États-Unis, cette année, Purdue Pharma, le scandale de l'Oxycontin, s'est engagé à verser 7,5 milliards dans un plea deal. Hein. Bon, ils ont tué 800 000 personnes. Depuis la nomination de Kennedy, du coup, les cours en bourse de Big Pharma commencent à... Mais heureusement. Ouais. Mais là, on en revient au problème de la presse. Ouais. Moi, quand je dis, attendez, Pfizer, écoutez, c'est quand même pas normal. Si on vous proposait de confier vos enfants à un pédophile multirécidiviste, vous diriez non. Pfizer, ils ont été condamnés plus de 10 fois pour charlatanisme, non, 20 fois pour charlatanisme aggravé. 20 fois. On a dit que Raoult était un charlatan. Mais Pfizer, ils ont été condamnés pour charlatanisme aggravé 20 fois. Ensuite, ils ont été condamnés pour trucage de données. Ensuite, ils ont été condamnés pour atteinte aux intérêts des consommateurs. Ensuite, ils ont été condamnés pour entente illégale sur les prix. C'est un cartel. Pfizer existe depuis 170 ans, ils ont guéri aucune maladie. Ça fait 170 ans qu'ils font de la R&D avec des milliards. Ils n'ont guéri aucune maladie. Il y a 170 ans, la polio n'était pas guérie. Il y a 170 ans, la tuberculose n'était pas guérie. Ces gens-là ont vu passer l'histoire médicale, ont accumulé des milliards et sont présentés aujourd'hui comme des perles à vertu. C'est aux journalistes de faire ça. Je note que Complément d'enquête a fait une sorte de remâchage de ma vidéo 2 ans plus tard sur le mode du damage control, sans me citer bien sûr, et bon, avec des moyens considérables. Moi, j'ai fait ma vidéo avec les moyens du bord. Et en l'occurrence, pour prendre le cas de Purdue Pharma, faut quand même rappeler, Big Pharma, dont certains ont dit que le simple mot Big Pharma était une théorie du complot. Enfin, pas de bol, c'est cité dans les textes de loi américains. Hein. Le terme Big Pharma est employé au Congrès, est employé donc au Sénat et à la Chambre des représentants. Et le terme Big Pharma est employé, bien entendu, dans les textes de loi américains et dans la presse américaine tout de même, qui fait encore un peu son travail. Big Pharma, donc rien que le scandale de l'Oxycontin, c'est 800 000 morts. Alors là, on rigole, mais 800 000 morts, c'est la Deuxième Guerre mondiale, plus 2 fois la Première Guerre mondiale pour les morts américains. Ça veut dire que Big Pharma, juste une boîte, Purdue Pharma, est responsable de plus de morts américains que les tranchées de la Première Guerre mondiale, et que Anzio, la Sicile, le débarquement de Normandie, on voit le soldat Ryan, x2. Et on nous les présente comme des héros. Et parlons justement des vaccins. Toi, tu faisais partie des plus, quasi des porte-parole des anti-vax à l'époque. Mais c'est pas être anti-vax que d'être, pour la pharmacovigilance. Complètement. Et c'est ce qu'a dit Kennedy. Je réfute complètement ce terme anti-vax. Il est faux. Quelqu'un qui s'occupe de la sécurité des avions, est-ce qu'il est anti-avion? Eh bien sûr que non. Kennedy l'a très bien expliqué quand il a fait son audition au Sénat. Il a dit, mais attendez, moi, j'ai étudié les taux de mercure dans les poissons des rivières à cause des déchets qui étaient balancés par l'industrie auto, des peintures notamment, dans les rivières. On m'a jamais appelé anti-poisson. S'intéresser à la pharmacovigilance, c'est pas être anti-vax. S'intéresser à la sécurité des avions, c'est pas être anti-avion. Donc déjà, ce terme, et je le dis clairement, est un terme de terrorisme intellectuel pour empêcher la pharmacovigilance de faire son travail. Le docteur Amin Humlil, par exemple, qui est le plus grand expert français en pharmacovigilance, sa carrière a été brisée parce qu'il a dit, écoutez, moi, ça fait 25 ans que je fais de la pharmacovigilance, je n'ai jamais vu des dossiers aussi vides. Ces produits ne devraient pas être sur le marché. Ils n'étaient pas testés sur des humains. Pas testés, et ils étaient annoncés, ni en double aveugle. Hein, on avait critiqué le professeur Raoult pour ne pas avoir testé l'hydroxychloroquine en double aveugle. À l'époque, j'avais expliqué que s'il l'avait fait, il allait en prison. Parce que là, c'était un essai clinique illégal et que c'est pas déontologique quand en son âme et conscience, on considère qu'une molécule est efficace, en l'occurrence l'hydroxychloroquine, de donner un placebo à ses patients. C'est illégal. Et en effet, s'il l'avait fait, il allait en prison. Donc il avait raison sur toute la ligne. Il a fallu attendre 5 ans pour que certains le reconnaissent. Bien sûr, les médias qui l'ont attaqué ne se sont jamais excusés. Eh bien, cette pharmacovigilance, dans le cas par exemple de l'AstraZeneca, on avait le professeur Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, qui a des casseroles, alors lui c'est une batterie Ikea ce mec, avec les bébés bulles, les enfants, les thérapies géniques, des enfants qui sont morts dans ces essais cliniques, c'est gravissime ce qui s'est passé avec Fischer. Fischer nous dit, prenez l'AstraZeneca, il n'y a aucun risque. 2 semaines plus tard, 2 stars anglaises meurent, reconnues de l'injection AstraZeneca, reconnues officiellement, c'est sur le certificat de décès. D'une part, Lord Zion, rocker britannique, qui est mort dans d'atroces souffrances, en faisant un AVC, il a eu un œdème intracrânien, c'est horrible, on ne souhaite pas ça à son pire ennemi. Lord Zion meurt à 42-43 ans, dans d'atroces souffrances, et le certificat de décès valide, c'est une conséquence du vaccin AstraZeneca. Bon,
Donc cette conséquence existe. En plus, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est une star. Mhm. Donc on pouvait pas cacher ça. Mais bon, on imagine bien que Monsieur Tout-le-Monde mort dans des conséquences atroces. À Pithiviers, tout le monde s'en serait foutu. Et c'est très certainement ce qui s'est passé. Ensuite, Lisa Shaw, journaliste de la BBC, qui meurt elle aussi dans d'atroces souffrances des conséquences du vaccin AstraZeneca, c'est reconnu par la presse et reconnu par la BBC et par son certificat de décès. 2 semaines après que le monsieur vaccin du gouvernement ait dit prenez l'AstraZeneca, il y a 0 risque, 0. Oui. On a Brown, ministre de la Santé, qui est allé dire il n'existe pas d'effet secondaire. C'est faux, c'est un mensonge. C'est un mensonge avéré, c'est de la désinformation. Le Vidal est long comme ça sur les effets secondaires parce que toute molécule active en fait a des effets secondaires. Et quand on utilise de l'ARN messager, alors là, on rentre dans un domaine encore moins connu, sur lequel on a encore moins de recul. Évidemment qu'il y aura des effets secondaires. N'importe qui en pharmacovigilance le sait. De toute façon, on voit déjà les effets secondaires. Absolument. On le voit avec le collectif Où est mon cycle, etc. Mais là, sur le cas de l'AstraZeneca, c'était un cas d'école parce qu'on a vraiment des gens qui ont menti. Et les mêmes qui attaquaient par exemple le professeur Raoult à l'époque vendaient du remdesivir sur les plateaux télé. Oui, bien sûr. Le remdesivir ne fonctionnait pas. C'était une saloperie néphrotoxique qui avait aucun effet démontré sur le Covid. 0. Qui par contre coûtait 900 balles la dose. Alors là, fallait le vendre évidemment. Et d'ailleurs, en contravention de la loi, ne déclaraient pas leur conflit d'intérêt. Quand on avait un professeur Yazdan Pana, par exemple, qui passait sur les plateaux et qui parlait du remdesivir, il commençait pas par dire « Ah oui, mais j'ai touché de l'argent de Gilead qui vend le remdesivir, je suis donc en conflit d'intérêt. » Bon, on m'a suffisamment reproché, par exemple, en disant que ça gonflait mon CV de mettre la liste de mes clients. J'ai travaillé pour tout le monde comme consultant international, absolument tout le monde. Pourquoi je mets la liste de mes clients? Pas pour gonfler mes plumes, mais pour annoncer mes conflits d'intérêt. Et pour dire que ça, c'était il y a 4 ans et que je ne travaille plus avec ces personnes. Je peux pas critiquer des clients qui m'ont facturé 15 000 €, c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui est... C'est vrai que je pense que certaines personnes, dans notamment ces controverses-là, étaient sincères, parce qu'elles trouvent ça tellement normal de même pas dire qu'elles ont touché 150 000 de Gilead ou 250 000 de Pfizer. C'est tellement évident pour elles. Et attendez, je vais vous vendre du remdesivir, qui est un néphrotoxique, qui ne fonctionne... C'est du charlatanisme. Hein. C'est du charlatanisme. Vendre une molécule qui ne fonctionne pas, c'est la définition même du charlatanisme. Je vais vous vendre du remdesivir qui ne fonctionne pas, qui est néphrotoxique, en contravention donc du primum non nocere pour un médecin. En premier lieu, ne pas nuire, ben c'est un néphrotoxique, mais ça guérit pas. Il y a un problème. Et je vous dis même pas que j'ai touché de l'argent de Gilead. Donc, ce terme anti-vax est une escroquerie. En fait, c'est tellement violent pour la population, parce que si ce que tu dis est avéré, notamment, toi, tu as des faits, etc. J'ai donné toutes les sources. Lisa Shaw, c'est sourcé. Lord Zion, c'est sourcé. Le fait que AstraZeneca ait retiré son vaccin entre guillemets, c'est sourcé. Et le fait que Fischer ait déclaré que l'AstraZeneca n'avait aucun effet secondaire et n'était pas dangereux, c'est sourcé, c'est sur X. Et en fait, ça remet en cause tout le système, même le système de croyance, le système éducatif, le système social dans lequel on est. Et il faut toujours tout remettre en cause. Oui, évidemment. C'est la base. Occidentale, où on est avec cette idée de liberté, de méritocratie, de démocratie, de transparence, d'État qui œuvre pour ses citoyens. En fait, les gens, c'est beaucoup trop difficile de croire, d'accepter, en fait. Que la corruption existe. Complètement. Mais il y a des journalistes qui sont morts pour la prouver. Trust but verify. Il faut faire confiance en la société, bien sûr. Mais il faut vérifier. C'est ça, d'ailleurs, le véritable terme de zététique, le doute systématique, qui aujourd'hui a été piraté par des incompétents, qui sont très proches de l'industrie pharmaceutique, d'ailleurs, qui vont vous défendre du Big Pharma, du Purdue Pharma, alors qu'ils ont 800 000 morts sur la conscience. Oui. J'ai jamais vu les laboratoires Boiron ou Velleda tuer 800 000 personnes au passage. Hein. Pourtant, je les verrais davantage se faire attaquer par ces groupuscules que Purdue Pharma, qui n'a aucun problème à avoir 800 000 morts sur la conscience. Il faut vérifier. La société, il faut assumer sa bonne foi. C'est une très bonne chose. Mais quand on voit ça, est-ce qu'on peut avoir une conviction en l'État ou en homme d'État? Non, mais il faut pas avoir confiance. Ça, c'est encore une réplique. C'est même pas la confiance, c'est même la foi. Parce que la confiance, c'est se dire... Oh là, voilà. Le mot foi, il est entre nous et Dieu. Voilà. Il n'a rien à faire en société. Mais on est avec cette idée qu'on est censé croire, ou en tout cas, on est censé... On doit assumer la bonne foi. Et c'est pas, attention, bonne foi, quand on met l'épithète bonne avant, ça veut pas dire la foi dans le sens divin, dans le sens religieux. Donc, on doit assumer la bonne foi. Mais il faut vérifier. Quand on vérifie pas, les institutions abusent de leur pouvoir. C'est leur état naturel. Oui. Les institutions abusent toujours de leur pouvoir. C'est pour ça qu'il faut ce que les Américains appellent des checks and balances, des contre-pouvoirs. Mais la presse, c'est plus un contre-pouvoir. Et est-ce que tu trouves que ça fonctionne, ce contre-pouvoir fonctionne plus aux États-Unis ou en Europe? Non, mais en fait, il a tendance systématiquement à dysfonctionner. Il faut le fait qu'il y ait des lanceurs d'alerte prouve que le contre-pouvoir de la presse dysfonctionne trop souvent. Pourquoi? Parce que la presse est facilement cartélisable. Ben on le voit là avec le dernier scandale, Patrick Drahi, enfin exactement. Rachida Dati, Cohen. Cohen le Grand et Patrick Drahi aussi. Ouais. Patrick Drahi, c'est exceptionnel. Le type a 66 milliards de dettes. Il est dans le viseur du fisc suisse
alors que même en étant en Suisse, il a réussi à sous-déclarer ses impôts. Le gars possédait BFM TV, il avait aucune idée de comment il rembourserait ses dettes et il était en contravention de la loi de 1986 qui interdit évidemment à des puissances étrangères de détenir des parts importantes de médias français. Alain Veil aussi d'ailleurs était en contravention de cette loi pendant une époque, notamment avec l'Express et avec RMC. RMC c'est Bouygues, pardon. Donc, bon, on voit, Bouygues c'est un cas d'école. Dernièrement, il y a eu une tentative de terrorisme intellectuel, mais plus bête que méchante. C'était les frères Dalton, c'était assez ridicule même. Où on a Martin Veil, rien à voir avec Alain Veil, qui a tenté d'interviewer donc ma consoeur Clémence Oudiakova chez Toxin. Et alors 3 fois il lui pose, mais bon, alors est-ce que vous êtes payé par les Russes? Est-ce que vous êtes financé par les Russes? Est-ce que et bon, mais je sais pas, vous êtes journaliste, soit vous avez une facture, un bordereau où j'ai été payé par les Russes, soit vous, au bout d'un moment, voilà, moi je vous réponds évidemment je le suis pas. Simplement j'ai des opinions et vous apparemment ces opinions vous permettent de fantasmer que j'ai été payé par le Kremlin. Alors, j'ai vu cette interview, j'avais été invité par Clémence Oudiakova à la suite pour en parler, et moi je suis allé faire mes recherches. Il se trouve que Martin Veil travaille pour Bouygues, donc RMC mais Bouygues, et le groupe Bouygues a palpé des centaines de millions d'euros du Kremlin. Le groupe Bouygues, avec sa filiale Bouygues Stroy, Bouygues Construction en Russie, a touché des centaines de millions d'euros de contrats publics en Russie. Donc on a un type qui est littéralement payé par une chaîne qui s'est gavé en Russie. Toxin, ils n'ont pas un budget de centaines de millions d'euros. Il est payé par un groupe, une multinationale, qui s'est gavé en Russie, mais gavé, c'est du gavage. Et il vient dire, est-ce que vous êtes payé par Poutine? C'est du délire. Et malheureusement, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire, on voit des zététiciens, des no-fake-med qui vont attaquer Boiron, Velleda, ou j'en sais rien, quelque autre organisation homéopathique. Et vous avez défendu Pur du Pharma. Vous avez défendu AstraZeneca. Et ces mecs-là, ils tuent pour de vrai. Ils ont été condamnés pour de vrai. À ma connaissance, Boiron, ils n'ont pas été condamnés 20 fois pour charlatanisme. À Pfizer, si, c'est un fait. Pfizer, ils ont accumulé maintenant 10 milliards d'amendes. 10 milliards. Le Canard enchaîné a plus parlé de Raoult que de Pfizer. Raoult, il a eu 0 amende. Il a eu une suspension de l'ordre des médecins. Pour communication non confraternelle. C'était pas du tout pour charlatanisme. En gros, quand on le menaçait de mort au téléphone, il s'est un peu emporté. Oui, il a été menacé de mort au téléphone par le professeur Raffi du CHU de Nantes. Bon. Ah oui, professeur Raoult, il a pas été confraternel à ce moment-là, vous comprenez? Bon. Alors forcément, il doit être suspendu. Ce sont les faits. Les médias ne faisant pas leur travail, on est obligé d'avoir des médias citoyens. Et évidemment, ces médias citoyens sont attaqués par ces mêmes médias milliardaires parce que on est leur miroir, on leur montre qui ils devraient être. On leur montre, c'est comme il y a un épisode de Superman comme ça, où Superman montre à un alcoolique ce qu'il pourrait être s'il abandonnait l'alcool, etc. Mais nous, on leur montre. S'ils abandonnaient la lâcheté, s'ils retrouvaient la charte de Munich, s'ils retrouvaient le chemin de la déontologie journalistique, s'ils retrouvaient le fait qu'ils sont censés être un contre-pouvoir, porter la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres, ils nous ressembleraient. Parce que nous, en fait, on a nos limites. Moi, s'il faut attaquer Alain Veil, je l'attaque. Et qu'est-ce que tu penses justement du paysage audiovisuel français où tu as Léa Salamé? Voilà, on sait que c'est la conjointe de Glucksmann. Voilà, la conjointe de Glucksmann qui reçoit le directeur économique de la campagne de Glucksmann pour dire à quel point c'est bien. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai à en penser? Sachant que j'ai quelqu'un que j'ai interviewé sur ma chaîne, c'est Nicolas Conquer, qui est représentant des Républicains en France, donc représentant du parti de Trump. Lui, quand il s'exprime, alors que c'est un parti étranger, Trump, le CSA, enfin l'ARCOM, déduit son temps de parole. Oui. Ce que je trouve assez logique, en un sens, parce que bon, il s'est quand même présenté aux élections en France. Donc, ok, l'ARCOM déduit son temps de parole. Pourquoi ils font pas ça avec Cohen? Pourquoi ils font pas ça avec Legrand? Donc, il se fait choper, mais vraiment la main dans le sac, à dire ouais, alors pour Dati, on a fait ce qu'il faut. Il y a plein de gens qui regardent notre média. Notre média, c'est pas ton média. Legrand, c'est le média des Français, en fait, c'est nous qui payons. Et il y a plein de gens qui regardent notre média, et on a décidé de faire barrage à Dati. Alors, double conflit d'intérêts en sandwich. Dati, on parle de la même qui a déglingué Cohen sur le plateau de C'est dans l'air, ou C'est à vous. Puis elle a déglingué propre et net. Cohen a été accusé de harcèlement, elle lui a rappelé. Mais elle a eu raison. Elle a eu raison. De toute façon, elle a eu raison. Que ça allait être charge, donc c'est bien préparé. Patrick Cohen arrive, il essaie de rentrer dans l'art de Rachida Dati. Elle lui dit, Patoche, tes accusations de harcèlement, on en fait quoi? Parce que moi, je suis pas accusé de harcèlement, du coup. Et Cohen Gara, c'est pas bien ce que vous faites. Je fais du journalisme, en fait. Et du coup, on se dit que peut-être Patrick Cohen aurait pu nourrir un certain grief à l'endroit de Rachida Dati. J'ose pas imaginer ça. Mais ça fait un conflit d'intérêt, du coup, quand il dit on va faire barrage à Dati pour l'empêcher de gagner les élections. Ça fait un conflit d'intérêt. Un conflit d'intérêt majeur, d'ailleurs. Donc, on a Legrand qui arrive
qui dit pas de problème, je vais utiliser les moyens qui ont été mis à ma disposition par le service public pour déglinguer la campagne de Dati au municipal. Et après, quand il se fait serrer, alors là, on va voir toutes les étapes du scandale. D'abord, il écrit dans l'IB, oui, j'ai pris un café avec deux socialistes. Non, Legrand, t'as pas pris un café avec deux socialistes, en fait. Ce que t'as fait, c'est que t'as confessé devant témoins, interférer avec une élection manipulée, plus qu'interférer, manipuler une élection municipale en France. Et utiliser les moyens du contribuable, utiliser les moyens publics pour faire ça, à savoir une chaîne publique française. Donc tu as considéré que tu pouvais utiliser les moyens du contribuable, utiliser une chaîne publique pour manipuler des élections. Ce qu'on reproche à Poutine tout le temps, hein. Sauf qu'on lui reproche pas d'utiliser France Info pour ça, ou France Inter en l'occurrence. Le mec, il a confessé ça, ça devient non. Alors après, Cohen nous dit « Ah, mais c'est quand même pas bien de filmer les gens à leur insu. » Pas de bol. Cohen disait il y a 2 ans, c'est très bien de filmer les gens à leur insu. Alors ça, en droit, ça s'appelle un estoppel. Quand on change sa position, ça vient de la jurisprudence normande, estoppel qui vient du mot estup, en gros tais-toi, ça veut dire tais-toi, et c'était déjà plaidé au Moyen-Âge en disant attendez, moi j'ai la preuve, cher duc, cher baron, cher chevalier, que vous aviez une position inverse il y a 2 ans, donc quand elle attaquait vos ennemis, cette position, vous la plaidiez, maintenant vous plaidez le contraire pour vous défendre, ça s'appelle un estoppel. Cohen nous a fait un estoppel magistral. Oui, il a l'éthique journalistique en fonction de sa position. Absolument, ce qui change complètement. Et enfin, dernier point, ils ont dit « Ah, elle a été montée cette interview. » Ah bon? Alors là, il y a 2 choses à dire. Mais vous passez votre temps à faire ça. Vous passez votre temps à faire des montages qui sont déloyaux. Vous passez votre vie à le faire. On a les preuves de ça en permanence. Didier Maisto, mon confrère, il avait été interviewé et immédiatement après l'avoir interviewé, il défendait les Gilets jaunes. Donc, le montage déloyal, mais ça, c'est quelque chose qui est fait systématiquement. Mon confrère Didier Maisto, donc, il est interviewé. L'intervieweur lui dit, écoutez, je suis pas responsable du montage parce qu'il l'a déglingué. Il prend 1 heure de rush, 5 minutes à la fin. Et en plus, ils mettent évidemment la photo la plus laide, la plus dangereuse, la plus vilaine de lui. Comme CNN l'avait fait pour Joe Rogan, au passage. Hein. Quand Joe Rogan avait parlé de l'ivermectine, à l'époque où la FDA en personne disait que l'ivermectine était un vermifuge pour chevaux. Moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, l'eau, c'est aussi une boisson pour les animaux, alors. Donc quand on boit de l'eau, en fait, on boit une molécule vétérinaire, hein, de toute évidence. C'est ce que ces gens-là disaient à l'époque, je ferme cette parenthèse. Eh bien, Didier Maisto, ils lui ont fait une interview, mais complètement déloyale. Donc quand ils le font avec d'autres, ça passe. Mais avec eux, non. Et puis le pire, c'est que là, l'Incorrect, le magazine qui a fait la captation, ils ont tout publié, là. Il y a quelques jours. Mais que ce soit monté ou pas, de toute façon, il y a un contenu, il y a des faits. Ils ont tout publié et on voit que les fameux 10 points de montage n'étaient que 10 écrans de fumée, comme d'ailleurs la plainte de Patrick Cohen qui a aucune chance de prospérer. Parce qu'avec son estoppel, enfin, même moi, avec une main dans le dos sans avoir passé le barreau, je l'explose. Je le déglingue, là. Honnêtement, juridiquement, il est mort. Donc c'est un écran de fumée. Bah tiens, c'est aux journalistes de dire ça. La plainte de Patrick Cohen est un écran de fumée. C'est à la presse de dire ça. C'est du bidon. Il va saisir la justice, qui coûte, qui a des tas de dossiers en retard. Comme c'est quelqu'un de connecté et d'important, la justice va sans doute instruire sa plainte plus rapidement, alors qu'il y a des gens qui attendent que leur plainte pour viol soit instruite. Et en fait, elle aboutira pas, parce que c'est une plainte qui n'a pas la moindre chance de prospérer. Il suffira de juste passer l'extrait où Patrick Cohen défend exactement les méthodes qui ont été employées contre lui, et ce sera terminé. De toute façon, en droit français, on a le droit d'enregistrer quelqu'un dans un café. Oui. Donc comme ça, c'est terminé. Bon. Et ben là, on voit un scandale majeur. Et en plus, ce qui est encore plus dingue, c'est qu'il y a quelques années, quand on demandait à Patrick Cohen, on lui disait « Vous êtes un militant ». Je crois que c'est Nicolas Dupont-Aignan qui a dû lui dire ça, de mémoire, je sais plus exactement. Il dit « Ah ben pas du tout, pas du tout ». Et il nous sort « Je porte haut les valeurs du journalisme ». Et tu sais même pas ce que c'est que le premier devoir de la charte de Munich, Patoche? De quoi tu parles? Et il peut venir ici faire un droit de réponse, hein, tu peux le citer. Moi, je peux venir lui répondre aussi et l'interviewer, lui demander s'il connaît bien sa charte de Munich, s'il considère que c'est la pratiquer d'avoir fait tout ce qu'il a fait, de déclarer dans un café qu'il veut flinguer la campagne de Dati alors que c'est pas son métier, et ce juste après que Dati l'ait flingué lui à l'antenne de façon justifiée, parce que harceler les gens c'est mal au passage. Et ben ça c'est un scandale en effet. Okay. Et tu as cité Joe Rogan tout à l'heure. C'est vrai qu'aux États-Unis, on voit émerger déjà depuis quelques années un vrai contre-pouvoir, notamment ces créateurs indépendants. En France, et enfin dans le monde francophone, en dehors de toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Ah mais il y en a plein. Ça y est, il y en a de gauche, il y en a de droite, c'est ça qui est beau. Alors, la gauche a mis plus de temps, mais dans la gauche historique, on avait Didier Maisto, mais après Didier Maisto a été président de Sud Radio, donc il a été président d'une antenne quand même de droite. C'est-à-dire Sud Radio a interviewé pas mal de gens de gauche aussi, mais Didier Maisto était un homme qui avait oscillé entre la droite et la gauche, mais qui a défendu Mélenchon en 2017, et il a été président de Sud Radio. C'est un homme de gauche par ses convictions. Alexis Poulain, avec la revue de presse du Monde Moderne, qui est un type remarquable. Alors là, c'est un homme de gauche absolument droit. Toujours à gauche, le média de référence, le média
l'étalon or qui a été conçu par la génération Z, c'est le Canard réfractaire. Alors, eux, c'est vraiment tout ce qui se fait de mieux en matière de médias indépendants de gauche, autofinancés, ils fonctionnent comme une coopérative, oui, parce que c'est toujours très marrant de voir des gens de gauche qui ont été des patrons de la CGT, par exemple, utiliser l'argent du syndicat pour faire des travaux chez eux, quoi. Bon, le Canard réfractaire, ils mangent pas de ce pain-là. Ces mecs-là, leurs médias fonctionnent comme leurs idées. Ça, c'est le niveau quand même Donc ça suprême. existe encore. Ouais, ils fonctionnent en coopérative. Ils pourraient s'enrichir, hein, ça serait très facile pour eux de mettre de l'argent de côté, etc. Ils fonctionnent en coopérative. Ils ont des conseils de rédaction qui sont tout à fait mutualistes, comme Proudhon. Et c'est pour moi l'étalon or du média citoyen. À gauche, c'est le Canard réfractaire. Je vois personne qui leur arrive à la cheville. Mais on a des très très bons médias aussi de gauche, comme la revue de presse du Monde moderne. À droite, bien sûr, on a Toxin, on a Ligne droite de Radio Courtoisie, on a TV Liberté, qui est un média exceptionnel et qui est autofinancé. Donc on a quand même, et j'en oublie après, de tout un tas d'autres intervenants de très grande qualité, Pouch, Nicolas Vidal, Pierre-Yves Rougeron, le Cercle Aristote. Non, aujourd'hui on a un PIF, un paysage internet français. Il existe, il est très suivi. D'ailleurs, il existe tellement que les terroristes intellectuels passent leur vie à essayer de le dénigrer de la façon la plus sale. Dans les médias mainstream, on les voit jamais. Oui. Leur parole n'est jamais relayée. Parfois, on voit des intervenants qui font le lien entre le PIF et le PAF. Le paysage audiovisuel français, le paysage internet français. Par exemple, Régis Le Sommier, qui est l'ancien numéro 2 de Paris Match. C'est quelqu'un qui est un grand reporter de guerre. Il a écrit un excellent ouvrage qui mériterait d'être étudié en géopolitique, qui s'appelle « Qui est le diable, l'autre ou l'Occident ?» et qui est pour moi du niveau d'un Brzezinski. Donc on est quand même sur quelqu'un qui est de très haut niveau. Et Régis Le Sommier, il y a un détail personnel que je peux partager sur lui. J'en ai connu des reporters de guerre. Et tous ceux que j'ai connus, sans exception sauf lui, avaient un regard mort. Parce que voir des cadavres dans des sacs poubelles, voir des cadavres qui ont été sous la neige pendant toute une saison et qui sont à demi décomposés, au bout d'un moment, on vrille. Au bout d'un moment, voilà, on peut plus, parce que dans le monde civilisé, on voit pas ça. Et lui, il a vu ça pendant 25 ans. Et c'est encore quelqu'un qui est d'une profonde humanité. Il vient d'avoir des enfants il y a quelques années encore, et il a un regard vraiment qui traduit cette profonde humanité qu'il a et cette compassion qu'il a. Et ça, c'est pour moi le summum de sa valeur professionnelle. Parce que tous les autres reporters de guerre que j'ai connus, même s'ils pouvaient être très professionnels, ne pas mettre la vie en danger de leur équipe et bien rapporter les faits et respecter la charte de Munich, ils avaient un regard mort. Lui, non. Et Régis Le Sommier, donc ancien numéro 2 de Paris Match, a créé son propre média, Omerta, que je salue, dans lequel d'ailleurs j'ai commis un article sur l'affaire des pédophiles de la RTS, qui est un scandale majeur, dont les Suisses n'ont pas été informés. On va en parler. Ça, c'est un des scandales les plus affreux de l'histoire suisse. Et malheureusement, il a été étouffé de la façon la plus brutale. Quoi qu'il en soit, donc voilà, Régis Le Sommier, Omerta, tout ça, ce sont des médias qui ont alors accusé d'être pro-russes, bien entendu, comme Caroline Galacteros, comme Éric Denessé. Feu Éric Denessé, ancien espion français, ancien officier de renseignement, homme remarquable, qui est mort dans des circonstances extrêmement suspectes. On a même donc un très haut cadre de la DGSE, à savoir Alain Juillet, qui a dit que des informations qu'il avait, Éric Denessé, qui était un confrère, je l'ai reçu plusieurs fois sur ma chaîne, se serait donc suicidé avec du 22 dans son véhicule, et on n'a aucune empreinte digitale de lui sur le fusil. Il portait pas de gants. Éric Denessé faisait le lien entre le PIF et le PAF aussi. C'était un confrère remarquable. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça existe, et c'est inarrêtable. C'est inarrêtable. Une idée dont l'heure est venue ne peut pas être arrêtée. C'est inarrêtable aux États-Unis. On voit le cas avec Tucker Carlson, qui est licencié de Fox News, où il faisait 1 ou 2 millions de vues, ce qui est tout à fait honorable. Il va faire une interview de Vladimir Poutine. La NSA tente de le dissuader. C'est une histoire de fou. Tucker Carlson fait une interview de Vladimir Poutine, ce qui est normal. C'est du journalisme, ça s'appelle. En aucun cas, il a été complaisant avec lui. Juste, il donne le point de vue de la partie adverse. Très bien, c'est du journalisme. Respecter le contradictoire, ça s'appelle. La NSA le contacte en disant « Vous allez interviewer Vladimir Poutine, nous ne le souhaitons pas. » Il leur demande « Mais comment vous savez ?» La NSA lui dit « On a piraté votre signal. » Alors là, stop, on arrête tout. En fait, il y a un truc qui a été voté aux Nations Unies, qui s'appelle la Déclaration universelle des droits humains. C'était important à l'époque, C'était censé, on disait que la France était le pays des droits de l'homme. Enfin, on a envahi des pays au nom des droits de l'homme. On a tué des gens. Bon, c'était important. Et dans la Déclaration universelle des droits humains, il y a l'article 12 qui dit que tout homme a le droit à la protection de sa correspondance. Donc la NSA, en allant dans Signal, viole
les droits humains de Tucker Carlson. Alors accessoirement, Edward Snowden a démontré que les États-Unis violaient les droits humains de façon industrielle. Hein. Puis de toute façon, maintenant, on en parle beaucoup avec Pavel Durov, Telegram, qui Chat control. publiquement dit que la France lui a demandé d'accéder aux Exactement. conversations. Et pas pour des raisons de pédocriminalité, etc. Donc Ouais. voilà, pour terminer, Tucker Carlson interview finalement Poutine. Alors ça, c'est du respect limpide de la charte de Munich, c'est-à-dire diffuser la vérité, quelles qu'en soient les conséquences pour soi-même. Bon, bah là, les conséquences, c'était que la NSA lui mettait un coup de pression. Il y a peu de gens qui peuvent résister à ça. Et là, il fait 1 milliard d'impressions. Idriss, on a parlé de la consanguinité du paysage audiovisuel français avec les politiques. Aujourd'hui, on vient d'assister à la nomination de Sébastien Lecornu. Il y a quelques mois, il y a eu le scandale Brigitte, Macron, la gifle. On a successivement, on perd des grosses entreprises. On parle beaucoup de la souveraineté de la France qui est en risque. Et là, moi, j'en parle parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, notamment Exaion. T'en as parlé récemment avec Sébastien Gouspillou. Donc un grand data center français qui appartient de F, qui va être vendu à un géant international américain. Parle-nous justement de ces sujets-là, de la France, de son risque, de sa souveraineté, de sa fébrilité sur en géopolitique internationale. Alors, on va commencer par les bases. Sous le grand Charles, sous De Gaulle, tu fais ça, t'es rectifié direct. C'est le terme qu'utilisera Pierre-Yves Rougeron, il a tout à fait raison. C'est-à-dire que, comme l'expliquait très bien Arnaud Montebourg, que je salue, c'est vraiment un héros, on a tué sa carrière pour ce qu'il a fait. Hein. Il y a eu Péchinet, leader de l'aluminium, ArcelorMittal, parmi les leaders dans la métallurgie, dans l'acier. Bon. Alstom, donc leader sur les turbines avec des tas de brevets, etc. Et c'était vraiment un instrument de souveraineté, Alstom, parce que on en faisait les turbines des sous-marins nucléaires, donc ça rigole pas. Tout ça, ça a été vendu. Latécoère, Gemalto, etc. Mais sous De Gaulle, t'envisageais la possibilité de la velléité de l'ombre de l'ambition de balancer une part 10% d'Alstom aux Américains, tu disparaissais. D'accord? C'est pericoloso sporgersi, tu sautais d'un train. Et là, ça va. Pour la désindustrialisation de la France, c'est parti d'un grand plan. Elle est voulue, oui, elle est voulue. Et comme l'explique très bien Arnaud Montebourg, il n'a pas utilisé ce terme, mais je l'utilise parce que je suis journaliste citoyen, je peux me le permettre. Le prix de la passe est à 15 millions en France. Tu veux balancer Alstom, 15 millions. Donc tu files Alstom aux Américains, le prix de la passe, c'est 15 millions. Et avec Exaion, c'est un deal qui a été conseillé par l'ancien patron d'Engie. Mais bien sûr, bien sûr. Et alors que ça devait rester en France. Bien sûr. Parce que en plus, aujourd'hui, on ne devrait jamais se chauffer de façon dumb. Tu as le dumb et le smart. Donc, tu peux te chauffer de façon intelligente, tu peux te chauffer de façon débile. D'ailleurs, on avait dit au nom du smart grid, smart whatever, c'est là qu'on avait imposé Linky, au passage, qui est une énorme douille, pour le coup, c'est pas smart. Mais on ne devrait pas se chauffer sans miner, par exemple, ou sans faire du data center, render farm, tout ce qu'on veut, parce que de façon très claire en physique, c'est extrêmement simple. Quand tu passes du courant dans une résistance, tu chauffes, mais quand tu passes du courant dans un ordinateur, tu chauffes aussi. Et sauf que tu as en plus, bien sûr, le service digital rendu par l'ordinateur. Et le service digital ne coûte pas plus cher en termes de kilowattheure. Il n'y a pas de kilowattheures qui sont perdus dans le service digital rendu par l'ordinateur. C'est la loi d'Ohm, U égale RI, elle est la même pour un ordinateur ou pour une résistance chauffante, un chauffe-serviette. Donc, soit tu as un chauffe-serviette où tu passes ton courant dedans et le seul service qui te rend, c'est la chaleur, soit tu as quelque chose qui te rend le service de la chaleur de façon ancillaire, mais également qui te rend un service digital. Donc, tout le monde, on aurait dû faire un grand plan national. D'ailleurs, à Vancouver et à Seattle, ils veulent déjà chauffer les piscines avec des mineurs. On aurait pu, en plus, récupérer les excédents d'électricité. Enfin, tu en as parlé, Sébastien Gouspillou en a parlé, tout le monde. On l'a pas fait. C'est voulu. C'est voulu. On ne veut pas que la France soit compétitive sur le plan industriel. Par exemple, l'Allemagne ne veut pas que la France ait un kilowattheure pas cher. C'est pour ça qu'elle veut que la France déglingue son nucléaire, mais aussi déglingue son hydroélectrique. La France avait des avantages comparatifs spectaculaires, issus du général de Gaulle, issus des excellents ingénieurs, notamment celui du nucléaire, j'ai oublié son nom. Ah ça y est, ça m'est sorti de la tête. Enfin, c'est un immense nom qui a créé le nucléaire français. Et on avait un avantage comparatif énorme on aurait pu avoir un kilowattheure à 5 centimes. Mais de toute façon, on a toujours dit que la France et l'Allemagne étaient les leaders d'Europe, mais aujourd'hui, l'Allemagne et la France ont des intérêts complètement divergents. Déjà, revenons sur le terme couple franco-allemand. Okay, là, on va citer Oldelaf. La tristitude, c'est quand ta femme fait de l'échangisme un peu sans toi. L'Allemagne, elle fait de l'échangisme un peu sans nous. On n'est pas elle n'est pas au courant qu'on est en couple. Donc, on a vraiment l'impression d'être le bêta-cuck de base, qui est là, non, mais c'est ma copine, en fait. Ouais, non, pardon, mais Olga, à Berlin, elle sait pas que t'es sa copine ou son copain. Elle a même pas entendu parler de toi.
On est le cocu du couple franco-allemand. D'ailleurs, les Allemands n'utilisent pas ce terme. Les Allemands n'utilisent pas le terme couple franco-allemand. Tu verras ça nulle part dans la presse allemande, sauf peut-être quand il y a une visite d'État. Mais nous, on l'utilise, Oui. alors que nos intérêts sont complètement opposés. Exemple, Berlin veut l'arme nucléaire française. Mais vous êtes pas dingue? Moi, pareil, journaliste citoyen, j'ai envie de dire, mais Berlin, tu sais ce qui se passe quand t'as des armes de destruction massive. On va pas en reparler. On va pas avoir la cruauté de rappeler des événements difficiles. Bon, tu n'as pas à Berlin la maturité d'avoir des armes de destruction massive. C'est pour ça qu'il y a eu l'ONU. C'est pour ça que c'est la France qui a un siège au Conseil de sécurité et pas toi. Parce que t'as quand même tendance à déconner dès qu'on te donne des moyens de destruction massive, Berlin. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Ton histoire pèse sur tes épaules. Bon, bah nous on dit, ouais, pas de problème, on va faire un siège commun entre Berlin et Paris au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis on va mettre notre bouton nucléaire à disposition de l'OTAN, voire de l'UE, soyons dingues. Attendez, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Tallinn en Estonie est menacée par les Russes, on doit bombarder Moscou? Nous, on a max, on a 150 ogives nucléaires. Les Russes, ils en ont 7000. On fait quoi? Ah oui, pas de problème, on leur fera très mal. Ouais, on leur fera très mal, mais on n'existera plus. On aura cessé d'exister. On sera chaleur et lumière. C'est ce genre de conneries qui nécessite encore une fois une presse indépendante pour que le public soit au courant de ce que quand on nous parle de couple franco-allemand, c'est de la bullshit. Et que quand l'Allemagne nous dit ça serait bien d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité et le partager avec la France, c'est niette. Et quand on nous dit qu'il faudrait aussi partager l'arme atomique française, ben voilà les conséquences. Et enfin, quand on nous parle de désindustrialisation, de tertiaire, les conséquences que ça donne. Au passage aussi sur le vivre ensemble et l'immigration. On peut absorber de l'immigration quand on a des usines, il n'y a pas de problème. Parce que pour vivre ensemble, il faut travailler ensemble. C'est mieux. Voilà. Bien sûr. Et bon, bah, on peut absorber de l'immigration subsaharienne ou maghrébine sans aucun problème quand on a de l'emploi. Mais on n'en a plus. Parce qu'on a vendu nos fleurons industriels. Alors vous allez dire, oui, on va faire venir de l'immigration pour des postes de cadre à la défense. Mais enfin, on n'en a pas suffisamment pour absorber. Donc ça a aussi des impacts sur la société française qui ne sont pas discutés dans la presse parce qu'ils sont caricaturés systématiquement comme éventuellement d'extrême droite ou d'extrême gauche ou que sais-je, mais pas d'extrême centre. Donc là, c'est pas de l'incompétence. Selon toi, c'est une machination. Mais alors, d'où ça, c'est quoi? C'est l'État profond? Non, mais il y a un intérêt très simple pour l'Union européenne que la France devienne une région. C'est tout. C'est Bruxelles, pas Bruxelles en tant que capitale des Belges. Extérieure, parce mais que ça l'est. Ça l'est. Macron, en fait. Non, mais Macron veut rendre la France ingouvernable à l'intérieur pour mieux la gouverner de l'extérieur. Il le souhaite, il le désire. C'est ce qu'avait très bien expliqué Gaël Giraud, donc chercheur au CNRS, expert en finance et jésuite, chez Thinkerview. Il avait expliqué, en 82, Mitterrand nationalise la banque Rothschild. Bon, alors là, les Rothschild, s'il y a bien un truc qu'ils aiment pas, c'est qu'on nationalise leur banque. Napoléon a essayé à Naples, ça s'est très mal terminé. Et à l'époque, même les Rothschild avaient l'information de la victoire de Waterloo, victoire côté anglais, avant Londres. Donc ils ont fait une spéculation mais colossale sur les obligations britanniques parce qu'ils savaient 24 heures avant, par leur groupe qui allait devenir Havas, au passage, que Napoléon avait perdu la bataille de Waterloo. Donc les Rothschild, s'il y a bien un truc qu'ils aiment pas, c'est qu'on nationalise leur banque. Et Gaël Giraud dit, bah voilà, à ce moment-là, ils vont se créer une sorte de tueur à gage économique. Le terme est de John Perkins, qui a écrit un bouquin, Tueur à gage économique, où il expliquait comment il détruisait les économies de certains pays pour le compte de la CIA. C'est une méthode. Et ce tueur à gage économique, c'est Macron, en France. Et alors lui, il a liquidé la France. C'est la vente au rabais. D'ailleurs, il y a un rapport qui a paru, un livre, même, c'est plus qu'un rapport, qui démontre que toutes les privatisations en France ont été faites sous les 60% de la valeur du bien. Autoroute de France, 60%, et 60% c'est le max, c'est quand la négociation était parfaite. 60% de la valeur du bien, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est gavé de 40% de plus-value sur le dos des Français. Mais là, c'est le cas avec Exaïon. C'est le cas avec Exaïon, c'est le cas avec Alstom, c'est le cas avec Gemalto, c'est le cas avec Péchinet, c'est le cas avec ArcelorMittal, c'est le cas avec toutes les boîtes qui ont été liquidées en France pour une fraction de leur valeur. Eh bien, si on se reporte par exemple à l'excellent film d'Henri Verneuil, Le Président, mon agent Gabin, qui dit « Eh bien, ceux qui ont coûté 2 milliards à la France, ils devront en rendre des comptes. » C'est terminé, ça. C'est terminé, on peut coûter 2 milliards à la France. Le patron d'Alstom peut laisser un otage économique, à savoir Monsieur Pierucci, c'est une histoire de fou. On a un cadre d'Alstom qui est inculpé par les Américains pour corruption au titre de l'extraterritorialité du droit américain parce que le dollar est utilisé dans une transaction. Donc, je rappelle le contexte, pareil, que Libération a la pudeur de ne pas trop nous expliciter. Eh bien, le contexte, c'est que les Américains considèrent que quiconque fait une transaction en dollars est assujetti au droit américain, ce qui est une violation patente de souveraineté accessoirement. Comme il y a eu des transactions en dollars qui ont été faites parce que le dollar est la monnaie monde, si on veut acheter n'importe quelle matière première, il faut payer en dollars, donc on n'a pas le choix. Eh bien, Pierucci se retrouve inculpé par une procureure américaine de corruption. Il est maintenu en prison dans les circonstances les plus dures, avec ce qu'on appelle le diesel treatment, c'est-à-dire s'il coopère pas,
À 5 heures du mat, on le réveille. Il vient à peine de se faire des amis pour pas forcément se faire violer dans les douches par des sicarios nicaraguayens. Et ben, hop, on le change de prison. Voilà. Ça, c'est une violation des droits de l'homme d'après Amnesty International. Ils le font sans problème. Et le but, c'était de le faire flancher sur Alstom. Pierucci est resté presque 1 an en prison. Même plus que ça, d'ailleurs, en plusieurs fois, quoi. Pas 1 an d'affilée. Et il a dû mettre sa baraque en hypothèque. C'est un otage économique. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Du coup, ça a permis de faire la vente d'Alstom pour une fraction de son prix. Et qui était donc, bien sûr, une perte de souveraineté. Qui s'y opposait? Montebourg. Montebourg a giclé de Bercy parce qu'il s'y opposait. Qui on a mis à sa place? Macron, qui s'y opposait pas du tout.